Bonsoir, bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de Psychanalyse pour tous. Si vous êtes sur le direct de Facebook de Clémence Lenis, psychanalyste, et aujourd'hui, la proposition et le sujet du jour, c'est l'enfance. L'enfance. C'est-à-dire que ce n'est pas un terme directement traité par la psychanalyse, mais c'est quelque chose, c'est une étape de la vie où la psychanalyse nous aide à penser cette étape tout à fait particulière de la vie. Et c'est ce qui va nous intéresser principalement aujourd'hui. Alors, vous allez bien, vous allez bien. Néléa, bonsoir. Bon, ici, je ne reçois pas les commentaires. On va voir si j'arrive à m'organiser. Vous allez bien, bienvenue. Donc, je vous rappelle que vous avez un cours qui commence dimanche, le dernier cours de l'année sur les apports à la clinique psychanalytique. Un cours très intéressant pour nous aider à mieux comprendre et à mieux voir, à mieux écouter les patients et à mieux écouter en général les gens qui sont autour de nous. Donc, on va prendre un petit peu d'eau. Bienvenue sur cet espace. Donc, vous savez que la semaine dernière, le 20 novembre, c'était le jour mondial de l'enfance, où de nombreuses institutions font référence donc à l'enfance et aux droits de l'enfance, où ils font référence aux droits de l'enfance, où ils voient que les enfants doivent avoir des droits. Alors, on va regarder. Donc, pardon, parce que je me débrouille pas très bien. Si je fais ça, peut-être, ça va aller mieux. Oui, ça va aller mieux. Et c'est-à-dire, nous, ce qui va nous intéresser quand on va parler de l'enfance, bien évidemment, on va en parler à partir d'autres instruments, on va dire. Comme nous avons d'autres instruments, que nous avons l'instrument psychanalytique pour pouvoir faire référence à l'enfance, nous allons donner une autre version. C'est-à-dire qu'il va être important de voir comment nous pensons l'enfance, comment nous définissons cette période de notre vie, qui en plus est une période que nombre d'entre nous avons oubliée, en tout cas cette première enfance, et de voir un petit peu comment on peut la penser. Est-ce qu'il faut mettre des notes? Est-ce qu'il faut donner des images? Est-ce qu'il faut mettre des étiquettes à tous ces enfants selon leur comportement? Et surtout, est-ce qu'il faut autant les contrôler comme le présente un petit peu cette société actuelle? Donc, pour commencer, il faudrait déjà souligner, parce que c'est important, que l'enfance, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé avec l'être humain. L'enfance, c'est une construction historique. L'enfance n'est pas née avec l'humanité. C'est une production de notre civilisation. Et que le mot enfant, on va voir que le mot enfant, en fait, est arrivé dans l'histoire des langues, en général, à un moment déterminé de l'histoire du langage. Il n'est pas arrivé n'importe quand. Et pour faire un petit récapitulatif historique, pour voir que c'est le résultat d'une production, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous pensons l'enfance comme ça et que demain, grâce à de nouvelles connaissances, nous pourrons peut-être la penser d'une façon différente. Ou en Grèce, par exemple, avec Aristote parlait du besoin de l'éducation infantile. Lui, il parlait de la formation d'un homme libre. Et il parlait d'une formation jusqu'à l'âge de 2 ans. Et par exemple, il proposait de les habituer à des difficultés telles que le froid, ou de proposer des jeux pour imiter les occupations sérieuses dont ils devront s'occuper ensuite à l'âge adulte, et de recevoir aussi
instructions tout à fait particulières comme la lecture, l'écriture et l'éducation physique. Ça, c'est ce que proposait Aristote. Ensuite, à Rome, l'éducation physique et le sport ont perdu de leur importance et que l'objectif était de former des orateurs, et c'est-à-dire d'embellir l'âme par la rhétorique, et à cette époque-là, seuls les citoyens libres avaient accès à l'éducation, jusqu'à l'âge de 12 ans, que les écoles étaient mixtes, sauf que les riches avaient droit à ce type de formation. Hein, et que les filles, certaines filles, pouvaient poursuivre leur éducation sur la décision du père. Donc c'était le père qui décidait. Et qu'en Grèce comme à Rome, l'éducation est une occupation de l'État. Alors qu'ensuite, à partir du Moyen-Âge, elle va passer aux mains de l'Église, l'éducation. C'est l'Église qui va être responsable de l'éducation religieuse et laïque, et c'est-à-dire que là, il ne s'agit plus de former des libres penseurs, sinon qu'il s'agit de former les serviteurs de Dieu, sous l'autorité de l'Église. Donc l'éducation physique est supprimée, puisque le corps est considéré comme une source de péché. Et à cette époque-là, les femmes sont considérées comme de grands enfants qui ont besoin d'une tutelle constante. Et une autre chose que dans l'éducation, ce qui est considéré, c'est les châtiments corporels, les punitions corporelles qui font partie du quotidien de l'éducation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il fallait nous dresser, on va dire. Et pour dresser, il fallait frapper. Au XVIIIe et au XVIIe et au XVIIIe siècle, l'idée de cet enfant se transforme un petit peu dans le sens où on va penser que les enfants en fait sont comme des pages blanches. C'est des pages blanches où l'expérience laisserait une marque. C'est-à-dire que l'enfant ne naissait ni bon ni mauvais à cette époque-là, mais que tout allait dépendre de ses expériences. Ça, c'est une idée du siècle XVII et XVIII. Avec l'arrivée de la révolution industrielle et de la bourgeoisie, les enfants deviennent un élément de la chaîne de travail. C'est-à-dire qu'on va les utiliser pour les faire travailler dans les usines. C'est une main-d'œuvre très bon marché et très nombreuse. Mais dès que les machines en fait vont arriver, le travail à la chaîne va disparaître petit à petit, et la scolarisation va devenir nécessaire. Et c'est donc Jean-Jacques Rousseau qui va dire que le petit homme, il va dire du petit homme, et il va dire que l'éducation doit être obligatoire et inclure les femmes. Des années plus tard, l'idée de l'éducation préscolaire et de l'interaction entre l'école, la maison et la communauté apparaît. D'accord ? Donc, mais tout ça, on va s'intéresser réellement à l'enfant avec l'étude scientifique en fait de l'enfant a commencé vers le milieu du 19e siècle. Et on va s'intéresser un petit peu plus, on va centrer l'étude sur la différence entre ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Du normal, de l'arriéré ou de l'éducation de l'enfant. Et dans chaque pays a été débattu entre suivre l'idée de Rousseau, que l'enfant est bon par nature et a besoin d'une éducation permissive, ou l'enfant est mauvais et a besoin d'une éducation autoritaire qui utilise des punitions, donc corporelles et publiques. Donc, comme vous le savez, ce qui est intéressant quand on parle de l'enfance, et on en parle principalement parce qu'en fait c'est un collectif qui est tout à fait vulnérable. Et qui a son importance bien évidemment, puisque les enfants d'aujourd'hui seront le futur de la société. C'est-à-dire que on peut le penser comme une équation mathématique dans le sens où prendre soin de nos enfants aujourd'hui, de leur développement, c'est prendre soin de notre futur, du futur de la civilisation, dans ce monde dans lequel peut-être nous ne serons plus là.
Et on peut penser que ça peut être un inconvénient. C'est-à-dire de considérer que comme nous n'allons plus être là, ben, on s'en fout de ce qui va se passer. Du coup, on s'en occupe pas. Et ça, c'est une réaction, on va dire, où on ne s'occupe pas beaucoup des enfants, on s'en occupe surtout pour qu'ils nous embêtent le moins possible. Alors, bien évidemment, on attendait Freud et Freud est arrivé. Freud est arrivé et il a inventé, lui, un nouveau concept de l'enfant. Où l'enfant, en fait, il va le considérer humain dès le départ. Dès le départ, il est humain. Et que l'enfant n'est ni bon ni mauvais, ou plutôt il est bon et mauvais, et il le restera toute sa vie. Comme nous tous. C'est-à-dire que pas parce que nous resterons des enfants toute notre vie, sinon que à l'âge adulte, c'est la même chose. C'est-à-dire que tous, chacun d'entre nous, nous sommes bons et mauvais. Hein? Et jusqu'à la fin de nos jours. C'est-à-dire que nous allons devoir apprendre un petit peu à vivre avec nos vertus et nos vices, et avec la maladie et la santé. Donc Freud considère que l'enfant est dès le début de son existence un être humain dans le sens où il va arriver dans un monde d'êtres humains, dans un monde de langage. C'est-à-dire que dès qu'il arrive, il est dessiné, on peut dire il est dessiné d'une certaine façon par toutes les phrases qui vont l'entourer. Donc, nous pouvons voir que l'importance de l'enfance s'est produite. C'est pas quelque chose qui est arrivé dès le départ, sinon que c'est une production. Et quand on dit que l'enfance est une production de la société qui a fabriqué cette enfance, et en plus cette enfance selon comment on la pense, non, montre un petit peu comment nous pensons nous aussi, et que cette enfance, bon, apparemment nous prenons mieux soin de nos enfants, mais surtout ce qui veut dire, et je pense que c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire que ça va continuer à se modifier, que nous ne sommes pas arrivés à la fin du chemin, sinon que nous pouvons continuer, et tous, chacun de nous, puisque tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes parents, et nous devons continuer à pouvoir penser l'enfance pour toutes les relations que nous allons pouvoir avoir avec les enfants soient d'une certaine manière améliorées, dans le sens où, premièrement, je pense qu'il y a une chose qui est très importante à souligner, c'est que les enfants ne sont pas comme nous. Alors, vouloir leur faire comprendre les choses comme quand on parle à un ami et qu'on parle à un enfant de 4-5 ans et qu'on veut lui faire comprendre les choses de la même façon que si on parlait à un ami, ben, c'est un petit peu, excusez-moi, un petit peu absurde. Dans le sens où l'enfant est dans un autre monde et il vit, même s'il est humain, il est dans un processus de développement et il y a plein de choses qu'il ne connaît pas et qu'il est en pleine formation. Bon, ça c'est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer les êtres humains, les enfants, pardon, comme nous, comme si c'était des gens comme nous. Pardon, j'ai pas vu tous les messages. Nadia, d'où il n'y a pas d'enfants bons ou mauvais. Aussi, où tous les enfants sont bons ou mauvais. Bonsoir Sonia, Touria l'enfant et pâte à modeler. Bah, pas tout à fait. Bonsoir enfants et adultes en miniature. Et il y avait plein de messages, j'ai pas tout vu. Pardon, excusez-moi. Bah, là où je regardais, il n'y avait pas de messages. Les messages ici, je ne les vois pas. Bon, je crois que j'ai résolu le problème. Donc, reconnaître l'enfance et reconnaître, c'est-à-dire que nous pouvons modifier nous-mêmes les idées que nous avons sur l'enfance pour améliorer nos relations avec eux, hein, entre autres. Et en plus, avec nous-mêmes, parce que ce ne sont pas des choses qui ont complètement disparu. Et que prendre soin de nos enfants, c'est aussi prendre soin donc de pouvoir les aimer correctement. Hein, de pouvoir les aimer correctement. C'est-à-dire, c'est d'un côté pour leur bien-être et aussi pour le nôtre. C'est-à-dire que très souvent, il y a des parents qui se sentent mal parce qu'ils se sont vus donner une claque à leur enfant alors qu'il s'était interdit de les toucher et puis que tout d'un coup, ils se sont vus dans une situation qu'ils n'apprécient guère d'eux-mêmes, qui se retrouvent
hein, faire des choses contre leurs propres idées de ce qu'il ne faut pas faire. Donc, prendre soin de nos enfants, c'est prendre soin d'eux, bien évidemment, prendre soin de nous, et en plus travailler, puisque tout ça c'est un travail, travailler pour le futur de l'humanité, bien évidemment. C'est-à-dire que les enfants que nous sommes en train de, comme dit Toria, à modeler, que nous sommes en train de modeler, alors nous ne sommes pas exactement en train de les modeler, non? Parce que dans leur processus, comme dans celui par lequel nous sommes tous passés, il y a des lois. Il y a des lois à respecter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec nos enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui vont être, on va dire, impossibles. Par exemple, quand on veut trop rapidement leur expliquer des choses où eux, ils sont, par exemple, quand on parle de l'étape orale, de l'étape anale, s'ils sont à l'étape orale et qu'on leur raconte on leur fait référence à, par exemple, à comment fonctionne la reproduction, hein, des adultes, ou la reproduction tout court, eh ben, ils ne vont pas comprendre, parce que pour eux, non, même la partie anale n'existe pas. Donc, il faut attendre, dans tous les cas, attendre que les enfants posent les questions, parce que quand ils posent les questions, ils nous montrent un petit peu comment ils sont en train de penser, quels sont les éléments qui les inquiètent, et quels sont, dans quel moment du processus de production dans lequel ils sont. Parce que nous devons savoir que ce petit bébé qui arrive dans le monde, en fait, il va devoir en un temps record repasser toute l'histoire de l'humanité comme nous l'avons fait. C'est-à-dire qu'il va passer, et non, quand on dit l'étape anale, on parle aussi de l'étape du cannibalisme. Non, quand il va pleurer parce qu'il a mangé son biscuit et que le biscuit a disparu, c'est quelque chose qui est en relation avec le cannibalisme. C'est-à-dire qu'il ne mange que les choses qu'il aime, non, comme les cannibales qui ne mangeaient que les ennemis qu'ils admiraient, par exemple. Donc, alors je ne sais pas. Donc, ce qui va être intéressant, c'est d'apprendre à penser ces êtres humains pour pouvoir nous en occuper correctement. Par exemple, Freud il dit que les êtres, Corinne, bonsoir, Nadia, prendre soin de l'enfant, c'est prendre soin de l'humanité tout entière, comme de prendre soin de Nadia. Hein. Et Anne-Lise, il va falloir résoudre le problème du son. Vous devez avoir un souci avec le micro, ça saute, mais je pense que ce n'est pas une question de réseau d'Internet. Moi, je pense que si. La scène, bonsoir. Pardon, les messages n'apparaissent pas. Je ne sais pas pourquoi, ici, il n'y a pas de message. Les messages n'apparaissent pas. Ils ne... Je ne sais pas pourquoi. Je les vois là de 4 en 4, mais je ne les vois pas circuler. C'est bien dommage. Et le son, je crois que si ce sont des interruptions, je vois régulièrement où il est marqué connexion lente. Donc il doit effectivement avoir des interruptions. Mais ça, je crois que c'est quelque chose qui arrive régulièrement et qui est sur Internet. Étant l'avenir, l'enfant doit être bien éduqué et bien instruit. Bon, après, qu'est-ce que ça veut dire bien éduqué et bien instruit? Selon quels préceptes? Quelles sont les idées de ce bien? Non, parce que c'est tout ça le problème. Parce qu'on va dire bien sûr que tout le monde prétend de bien les éduquer. Et il y en a que pour bien les éduquer, ben, ils vont les frapper, par exemple. Bon, alors que les enfants, il est préférable de ne pas avoir à en arriver aux mains, ben, parce qu'après ils peuvent s'habituer. Et après ils vont réclamer d'une certaine façon, parce que vous devez savoir que comme on parle de cette page blanche, ben, d'une certaine façon, les enfants, si on commence à les frapper, ils vont finir par le considérer parce que apprendre une certaine jouissance des coups qu'ils reçoivent. Donc, bien évidemment, il ne convient pas, parce qu'après, ils vont passer leur vie à aller essayer de récupérer des coups à droite à gauche, puisque c'est comme ça qu'ils ont appris, ou une des manières qu'ils ont appris à jouir, ça va être en recevant des coups, par exemple. C'est pour ça que il faut faire attention, et en plus, il faut faire attention, parce que les enfants, ils ont tendance... à ce point, bah, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi c'est dû, Anne. Je ne peux pas le résoudre ici. Donc, désolé. Et donc, je disais que les enfants, il faut éviter de les frapper dans tous les cas. On peut leur faire peur. Boum! On peut leur faire peur, mais on ne peut pas les toucher.
On ne peut pas les toucher pour les frapper, je veux dire, on peut les toucher pour les nettoyer, et que les toucher de façon excessive, c'est un peu la même chose, parce qu'après, ils ont besoin, ils vont se coller à n'importe qui, parce qu'on va exciter certaines zones du corps, et après, ils vont donc être marqués, hein, être marqués par les caresses excessives des parents. Et donc, donc nous savons tous, et quand on parle de cette enfance dans une situation de vulnérabilité, c'est intéressant parce que ce qu'on voit, c'est que en fait notre situation, la situation de l'enfant dans cette extrême dépendance, cette extrême vulnérabilité, en fait ce sont des enfants qui ont besoin, comme tous les enfants, comme nous en avons eu besoin aussi, et d'ailleurs nous donnons preuve qu'il y a eu un tiers qui s'est occupé de nous, puisque nous sommes là, et qu'il y a quelqu'un qui s'est occupé de nous pour que nous ne mourions pas. Pour que nous ne mourions pas. C'est-à-dire qu'il y a un grand travail à réaliser pour les personnes qui s'occupent des enfants. Et comme vous le savez, d'ailleurs, que pas forcément les frapper, mais les bien orienter. Et prenons le cas des enfants de la Palestine qui sont dépourvus de tout droit à la vie. Si, pero les enfants de la Palestine, non, je ne sais même pas si ce sont exactement des enfants, dans le sens où ils sont, non, ils sont considérés pratiquement comme des adultes. La plupart vont devenir orphelins et ils sont dans une situation tout à fait particulière. Je pense que nous ne pouvons pas les prendre comme exemple. Non, ce n'est pas un exemple, c'est une situation tout à fait particulière, où il y en a beaucoup qui se débrouillent, non, ou comme au Brésil, dans les bidonvilles, ou qui se débrouillent avec, qui deviennent... Donc c'est pas exactement la même enfance, puisqu'il n'y a pas eu réellement un tiers qui était là pour s'occuper d'eux, pour l'alimenter, le couvrir, le bercer, lui parler, lui parler. Les enfants ont besoin, même les tout petits ont besoin qu'on leur parle, les laver, les emmener chez le pédiatre, aller les promener, etc. Jouer avec eux, vous voyez pas, c'est un travail énorme que nous devons faire. Et tous ces enfants palestiniens, ben, ils n'ont hélas pas droit à ça actuellement. Et donc, et nous savons bien sûr, et nous le savons aujourd'hui, nous le savons déjà depuis longtemps, que la grande majorité des processus psychiques qui vont se former, non, se forment dans l'enfance. Bien évidemment, que l'inconscient va se constituer dans l'enfance et que c'est une, non, comme on disait, que ça va laisser des traces. Ça veut dire ça va laisser des traces et ensuite il va falloir travailler pour modifier, pour que ces traces ne dominent pas toute ma vie. C'est-à-dire qu'après il va falloir que je travaille pour que ces traces ne dominent pas toute notre vie. De toute façon, sachons-le, il n'y a pas une éducation il n'y a pas une éducation parfaite, il n'y a pas une éducation où l'éducation qu'on va donner à nos enfants, on est sûr qu'avec cette éducation, les enfants vont pouvoir développer ensuite leur vie comme ils veulent principalement. Mais en fait, il n'y a pas de véritable recette parce que tout va dépendre du sujet. C'est-à-dire, même si vous avez des parents parfaits, ça ne veut pas dire que l'enfant ne va pas grandir et on va dire abîmer sa vie, pour le dire d'une certaine façon. C'est-à-dire que il n'y a pas, mais nous devons le faire pour nous, puis de façon générale. Donc, déjà prendre en considération, parfois la méchanceté, l'ego des adultes barre la route au développement naturel de l'enfance. Non, parce qu'ils vont de toute façon se développer. Comment expliquer la mort aux enfants? Mais la mort aux enfants, bah, c'est simplement que le génocide sioniste abusait des crimes contre l'enfance. Et contre tellement de choses, Nadia, et contre tellement de choses. Alors, expliquer la mort aux enfants, les enfants, ils comprennent la mort, ils ne peuvent que la comprendre dans le sens où, non, vous vous rappelez la blague, il y a une anecdote que raconte Freud dans une famille où le père était mort à la guerre, justement, et le petit garçon, il disait, bon, d'accord, j'ai compris, papa est mort, mais il faut lui dire que quand il reviendra, c'est-à-dire que, vous voyez, il y a des choses que les enfants, non, il y a une étape.
C'est-à-dire que ce sont des étapes. Quelqu'un qui meurt, les enfants pensent que quand les gens meurent, ben, c'est parce qu'ils disparaissent, mais à un moment, c'est pas qu'ils disparaissent pour toujours. Hein. Donc, alors on va avoir parfois la méchanceté, l'ego des adultes barre la route au développement. Donc moi je pense que le développement des enfants de toute façon va se faire. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que les enfants vont grandir. Vous voyez que les enfants, il y a les enfants palestiniens en pleine guerre, orphelins, ils vont se développer, ils vont devenir adultes. C'est-à-dire que, quelles que soient les situations, il y a cette force de vie que nous avons en nous qui va faire qu'ils vont se développer. Et ensuite, parler de l'irresponsabilité des parents. Moi, je ne m'intéresserai pas simplement aux parents, parce que les parents, ce n'est pas les seuls responsables de l'éducation des enfants. Non, nous vivons dans des sociétés. Je veux dire qu'il y a des parents qui ne font pas très bien les choses, c'est très certainement, mais c'est surtout dans les sociétés, dans toute cette structure qui va s'occuper de l'éducation des enfants, qui n'est parfois pas tout à fait favorable à ce qu'ils puissent faire un développement correct. Quand on les catalogue avec alors aujourd'hui, on les catalogue avec des initiales, on leur donne des sigles. Il y en a un qui a ceci, il y en a un qui a cela, ils doivent prendre des médicaments, parce qu'il y a... Alors vous voyez, on dit que Freud est dépassé, mais en fait on n'est pas encore arrivé à Freud. Parce que pouvoir penser que les enfants ont une sexualité, c'est-à-dire qu'ils ont tous cette possibilité de processus et que, en plus, chacun va grandir un petit peu, va développer. Il y en a qui commencent à parler très tôt, il y en a qui se font attendre, il y en a qui ne vont pas marcher tout de suite, il y en a qui vont... Alors maintenant, aujourd'hui, c'est les retards. Alors il faut tout de suite aller voir un professionnel pour voir qu'est-ce qu'il a mon enfant. Non, ça fait partie du développement, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui... Il y a soi-disant un rythme officiel où on commence à marcher à partir, on commence à parler à partir d'un an. On commence à se mettre debout à partir de temps. Les dents arrivent à partir de temps. Mais ça, c'est la généralité. Et après, il y a plein de cas où, en fait, chaque enfant a son rythme. Chaque enfant a son rythme. Soumeya, bonsoir. Issam, bonsoir. Et l'entourage, bien évidemment, donc c'est-à-dire tout l'entourage de la famille, les gens qui sont importants pour les enfants aussi vont avoir une importance. Non, les relations des parents, les relations qui sont importantes pour les parents aussi vont avoir une importance pour les enfants. Donc, et ensuite, pour revenir un petit peu sur l'importance aussi des parents, parce que bien sûr nous sommes dans une société qui va intervenir de manière trop forte sur les enfants. Hein. Il y a une grande intervention de la part de la société sur les enfants, alors que les enfants, en ayant la possibilité de nous regarder, de voir comment nous on fonctionne, et eux, après, ils font leur truc. Ils n'ont pas tant besoin que de nous. Non. Et après, on pourrait faire aussi souligner l'idée un petit peu que il y a des enfants qu'on éduque pour qu'ils restent à la maison, pour que surtout ils ne sortent jamais, qu'ils ne partent pas. Pourquoi? Parce que la maman, le papa, la famille a besoin d'eux, donc il est préférable qu'ils ne partent pas. Donc on les éduque sans s'en rendre compte, sans s'en rendre compte, on les éduque pour qu'ils restent à la maison. Et en plus, quand ils restent à la maison, après, on dit, mais tu vois pas quel âge tu es encore ici, il n'est pas capable de prendre son indépendance, etc. Mais en fait, c'est d'une certaine façon ce que la famille a fait pendant de nombreuses années pour que les enfants, en fait, continuent à avoir besoin affectivement, économiquement de leurs parents. Hein. Donc alors que ce sont des êtres pour le futur, les enfants ne nous appartiennent pas. Vous voyez, c'est mon enfant, alors comme c'est mon enfant, je fais ce que je veux avec. Oui, ça c'est très mauvais. Comment que je fais ce que je veux avec? Ça veut dire que je vais lui transmettre toutes mes perversions. Baby chérie, bonsoir. Est-ce que cette force est de la résilience? Non, je ne pense pas que c'est la résilience. C'est le fait de pousser vers la vie, non? De pousser vers la vie. Et ensuite, à l'âge adulte, ils auront leurs problèmes. Mais au moment du développement, ils se développent dans de nombreuses situations assez catastrophiques et ils continuent à grandir. Après, ils auront leurs problèmes, non? À l'âge adulte,
Non, ils pourront avoir leurs problèmes, et surtout ils pourront avoir le problème parce que tout d'un coup ils vont regarder ce qui leur est arrivé, ils vont dire quelle horreur. Mais quand ils le vivent, c'est une normalité. Non, il y a quelqu'un qui a fait un commentaire l'autre jour en disant que comment aimer des parents qui nous battent, mais c'est que même s'ils nous battent, on les aime. C'est-à-dire que ça n'empêche pas l'amour. Et en plus, les enfants, ils vont considérer que ça c'est normal, ça fait partie de la normalité. Pourquoi ils vont penser que ça c'est pas normal? Non, ils pensent que ça c'est normal. Donc ils aiment et ils vont finir même par aimer être battus parce que c'est une manière que les parents s'occupent de moi. Ben oui, ils s'occupent de moi, donc ça peut être. Bon, l'idée c'est que les enfants ne nous appartiennent pas, que les enfants font partie de la société et que sommes là pour, dans la mesure du possible, les aider à grandir. Mais les aider à grandir, ça veut dire leur permettre de grandir, ne pas intervenir, pas dire voilà, tu dois grandir, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça pour grandir. Laissons-les grandir, ils font ça très bien tout seuls. Hein. Surtout parce que nous sommes là. C'est pas que nous laissons, non. On doit intervenir avec les enfants quand ils sont prêts de se faire mal, pour éviter qu'ils se fassent mal. Mais pour le reste, c'est à eux de découvrir comment la vie fonctionne, pas de nous tout vouloir leur dire, voilà, ça fonctionne comme ça, parce que là, on leur donne notre version. Et notre version, c'est qu'une version. Il faut qu'ils passent par, fabriquent leur propre chemin. Et qu'en plus, on a l'impression un petit peu maintenant, non, et de voir que c'est un petit peu comme le monde à l'envers. Le monde à l'envers dans le sens où on voit qu'aujourd'hui, on a l'impression que les parents sont plus dépendants des enfants que les enfants des parents. Et alors on arrive où les parents ont besoin de l'amour de leurs enfants, alors que ça c'est quelque chose, oui, effectivement, les enfants ont besoin de l'amour de leurs parents. Et aujourd'hui, c'est à l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui ont plus besoin des enfants que les enfants d'eux. Donc, bien évidemment, bah ça leur permet pas un bon développement parce que ils ont déjà la sensation d'avoir une dette envers leurs parents pour leur avoir donné la vie, pour avoir travaillé tout ce qu'ils ont travaillé. Et en plus, si les parents pressionnent de façon affective les enfants, bah ça va être encore plus difficile de se séparer d'eux, alors que c'est le rythme naturel pour que, non, on doit les aider à grandir pour qu'ils puissent eux aussi former leur famille et alors attendez, moi je viens vérifier pour voir si il y a des messages. Et donc l'amour des parents est instinctif. Vous croyez? Il n'y a rien d'instinctif. Il y a des mères qui n'aiment pas leurs enfants. Il faut vraiment veiller sur une bonne atmosphère relationnelle. Enfants et monstres de la technologie. Bon, Doria. Non, les enfants, ils grandissent tout seuls. Les enfants, ils grandissent tout seuls. Et ce qu'il faut faire attention, c'est à nos propres comportements. Parce qu'en fait, ils ne s'occupent pas tant de ce que nous leur disons, ils s'occupent de ce que nous faisons. Et alors on leur dit, fais ceci, fais cela, et après ils voient comment on vit, et on dit, tiens, ça concorde pas. Il y a un truc qui va pas. Et alors, bien évidemment, ils vont plus s'inquiéter ou regarder comment nous sommes en relation avec les autres, comment nous parlons de notre travail. C'est pour ça qu'on doit... Et en plus, on peut pas leur mentir. On peut pas faire croire aux enfants que tout va bien quand la maman est très préoccupée, parce que ça marche pas. C'est-à-dire que tout ça, ça se transmet. Donc, on ne peut pas leur mentir. C'est pour ça qu'on doit réussir à pouvoir se transformer pour pouvoir être pour éduquer le mieux possible ces enfants, c'est leur donner l'exemple en disant voilà, tu as eu une mère heureuse, tu as eu un père heureux, ils ont vécu de telle façon et nous, on te laisse vivre ta vie pour que toi tu la fabriques à ta manière et que tu arrives à toi faire ton chemin qui n'est pas préétabli, sinon qu'il va falloir le faire. Et pour le faire, il va falloir marcher, bien évidemment. Et donc, c'est là que la psychanalyse, bien évidemment, intervient d'une manière très intéressante, puisqu'en fait, cette psychanalyse va intervenir pour nous montrer un petit peu comment il faut les aimer. Comment on doit aimer ces affaires. C'est parce qu'on dit oui, il faut aimer. Donc, il y en a qui pensent que c'est instinctif. Ce n'est absolument pas instinctif. D'ailleurs, dire que c'est instinctif, ça culpabilise certains parents qui ne sentent aucun amour pour leurs enfants. Par exemple, et on va les culpabiliser parce qu'ils ne sentent aucun amour. Ben non, il y a des parents qui ne sentent pas d'amour pour leurs enfants
ça existe. Ça existe. Et donc c'est pour ça que apprendre à les aimer, c'est nécessaire. Et c'est nécessaire pour tout le monde, même pour celui qui sent qu'ah non, moi j'adore mon enfant. Parce qu'en plus, vous vous rappelez que Freud disait que l'amour des parents pour leurs enfants, c'est quelque chose, c'est un amour tout à fait narcissique. Ils s'aiment à travers eux, non? Ils disent, oh regarde, c'est un petit moi en petite en miniature, hein, non? Donc, et la psychanalyse, par exemple, elle s'est rendue compte que la surprotection que certains parents peuvent avoir avec leurs enfants, c'est aussi néfaste que le manque de protection. C'est aussi néfaste que le manque de protection. Issa me disait, il y a des mamans qui déclarent, mais donc vous voyez, mais ça ce sont des doutes des mamans, parce qu'elles pensent qu'elles devraient mieux les aimer, qu'elles les aiment pas assez, parce que tout d'un coup elles en ont marre, donc elles disent je les aime pas, si je les aimais vraiment je n'aurais jamais marre de mes enfants. Mais il arrive un moment, avec le bruit qu'ils font, on en a marre, on veut qu'ils aillent se coucher et que ce soit terminé. Donc on a l'impression qu'on n'est pas des bons parents parce que tout d'un coup on a envie que ça s'arrête, ou qu'il y ait quelqu'un qui les prenne pendant une semaine pour nous laisser tranquilles. Ben oui, ça fait partie des sentiments qui font partie de... ben oui, c'est un travail que vous devez faire, non? Les parents, je veux dire. Et obligatoirement, ben, que c'est pas un travail avec lequel on est content tous les jours. Donc il y a des jours, c'est formidable, et puis il y a d'autres jours, ben, c'est plus difficile. Donc je disais que la surprotection est aussi néfaste pour l'enfant que le manque de protection. C'est-à-dire que avoir cette tendance que certains parents ont d'aimer leurs enfants plus que tout, comme s'il n'y avait rien d'autre de plus important pour eux que leurs enfants, ben, ce n'est pas quelque chose qui est bénéfique pour l'enfant. Que l'enfant a besoin pour son développement que ses parents s'intéressent à autre chose qu'à lui. Il a intérêt de voir que maman s'intéresse. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va être la porte, qui va leur ouvrir la porte sur le monde. Regarde, maman s'intéresse à ça. Et du coup, ben, l'enfant va les regarder. Papa s'intéresse à ça. Du coup, l'enfant va les regarder pour voir de quoi il s'agit. C'est la porte qui les ouvre au monde. Alors, bien évidemment, il y a une sorte, non, quand on dit que l'enfant, c'est le paradis perdu, l'enfant, ça n'a jamais été un paradis. Parce que justement, il a fallu accepter que maman s'intéresse à autre chose qu'à moi. Et ça a été très douloureux. Mais en même temps, elle m'a montré autre chose. Donc, il y a cette ambiguïté qui vient jouer. C'est-à-dire que j'ai pu regarder d'autres choses grâce à ses propres intérêts. Heureusement qu'elle ne s'intéressait pas qu'à moi. Et parce que les enfants, ça aussi c'est quelque chose qui est important à prendre en considération, c'est-à-dire que les enfants ne sont jamais rassasiés. Ils ont toujours l'impression qu'ils n'ont jamais été assez aimés. Ou directement, il y en a qui vont dire qu'ils n'ont pas été aimés par leurs parents, alors que les parents étaient très attentifs à tout leur développement, mais eux, ils se sont sentis pas aimés. Mais ça n'est aucune preuve de rien. Ça fait référence plutôt, non? Ça fait plutôt référence à ce besoin des enfants de toujours, ils ne sont jamais rassasiés par l'amour, hein. Jamais rassasiés, c'est-à-dire qu'ils ont toujours besoin de grandes doses, et dès que maman s'occupe du petit frère ou de la petite sœur, c'est un véritable drame, parce qu'ils veulent tout pour eux. Ils veulent être uniques et ils veulent tout pour eux. D'accord? Donc, les parents narcissiques considèrent leurs enfants comme des objets et non comme des sujets, donc aucune empathie. On voit souvent des parents qui aiment des enfants par des conditions et qu'on appelle l'amour inconditionnel. Bah, que l'amour inconditionnel, ça n'existe pas, même pour les parents. Non? Même pour les parents, l'amour inconditionnel, ça n'existe pas. Donc, l'enfant, il n'est pas comme moi. L'enfant, il n'est pas comme moi, il a besoin... Non, on peut pas. Il y a des enfants, on ne peut pas les contrarier. Il faut tout satisfaire, sinon ils piquent des crises. Et ça fait partie de leur développement. Alors, c'est pas des enfants qui sont pas tranquilles, qui sont nerveux. C'est des enfants qui sont principalement jaloux. La jalousie, c'est quelque chose qui va rentrer en compte dans leur développement et qui est quelque chose de très douloureux pour l'enfant. Et en plus, il n'y a pas moyen de le tranquilliser. Parce que même si on lui dit que on l'aime beaucoup, même si on lui dit que c'est le préféré, ça ne va pas le tranquilliser. Il a besoin de toute l'attention et de l'attention constante.
Quand l'adulte désire autre chose, il donne à l'enfant la possibilité de désirer ailleurs lui aussi. Exactement. Très bien dit. Merci Fabienne. Vous l'avez mieux dit que moi. Merci. Et une autre chose qui va être importante chez l'enfant, c'est apprendre à lui dire non. Parce que comme il réclame tout le temps, il veut toujours plus, il n'est jamais rassasié, et encore plus d'amour, encore un autre bisou maman, et encore un autre bisou maman. Donc, il y en a qui se laissent prendre au piège. Ben non, il faut apprendre à dire non. Il va falloir apprendre à dire non. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre des limites. Parce qu'eux, ils n'ont pas de limites. Donc, il va falloir apprendre à leur mettre des limites. Et ça, c'est aussi quelque chose de terrible pour les enfants. Quand on vient leur dire non, mais il y a encore des adultes qui ne tolèrent pas qu'on leur dise non. Mais c'est nécessaire de mettre des freins à leur enthousiasme amoureux, par exemple, et à toute autre chose dans la vie. C'est-à-dire que leur enthousiasme amoureux, il va falloir qu'il soit freiné. Hein, que c'est quelque chose qui fait partie, et c'est quelque chose aussi qui va être douloureux pour l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, ce n'est absolument pas un paradis, sinon que c'est un processus de grande transformation où l'enfant va passer par différentes étapes, et chaque étape, il va apprendre de nouvelles choses, et il se transforme. Non, et en plus, il apprend des choses qui ne sont pas toujours à sa convenance, qui ne sont pas toujours comme, bien évidemment, il aimerait. C'est-à-dire que ce n'est pas facile d'aider son enfant à grandir. Ce n'est pas quelque chose de facile. Hein? Et le complexe de Caïn existe-t-il chez l'enfant? Ah bah oui, il veut éliminer son petit frère, sa petite sœur, bien évidemment. Il veut l'éliminer. Mais il y a beaucoup de situations. Je pense par exemple, vous ne connaissez pas l'histoire du roi d'Espagne. Le roi d'Espagne, pas celui l'actuel, mais son père, il a tué d'un coup de fusil son grand frère, celui qui allait être le roi. Alors, soi-disant, c'était un accident. Soi-disant, un accident. Alors que c'était un geste inconscient, d'accord. C'était un geste inconscient. Mais n'empêche qu'il a tué son petit frère. Son grand frère, pardon. Il a tué son grand frère pour prendre sa place, pour être lui le roi. Bon, dans la presse, on a essayé de diminuer toute cette information, de ne pas le faire trop de bruit sur la situation. Mais on voit que, et il y a des cas dans les familles où ça arrive, c'est des situations où ça arrive parce que c'est intolérable pour l'enfant, c'est intolérable. Hein, c'est quelque chose qui est très, très dur à gérer. Et d'ailleurs, très certainement, nous tous, nous sommes passés par là. Je veux dire que ce n'est pas quelque chose, non, même les enfants uniques, ils reprochaient, non, à la maman de s'intéresser trop à la cousine, elle me montrait toujours ma cousine comme exemple. On n'est jamais content. Les enfants, on n'est jamais content parce qu'on fait nos parents. On trouve toujours qu'ils auraient pu mieux faire. Ils auraient pu ne pas dire ça, ils auraient pu dire autre chose, et on n'est jamais content avec ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont fait. Mais non, c'est la situation, on va dire. Ils n'ont pas été parfaits, bien heureusement, bien heureusement. S'ils avaient été parfaits, on aurait pu croire que la perfection existe. Et donc, non. Donc, je disais que ce n'est pas facile d'aider son enfant à grandir, parce qu'il faut lui dire non, parce qu'il faut faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Non, c'est ça la difficulté, on va dire, d'être en relation avec ses enfants. C'est qu'être en position de père ou de mère, des fois on doit faire des choses qu'on ne veut pas faire, et pourtant qu'il faut faire, mais pourtant qui sont nécessaires pour lui. Alors ensuite on va voir, et en plus, ce qui va être important, parce que j'ai vu un reportage qui existe depuis déjà quelques années, qui est sur YouTube, mais je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, l'éducation. C'est un reportage qu'ont fait un groupe de professeurs sud-américains. Et en fait, ce reportage qui doit durer 2 heures, 3 heures, et il faudrait que je cherche le titre, et c'est un groupe de professeurs qui nous ont montré à quoi sert l'éducation. Pourquoi on éduque les enfants, comment on les éduque, et ce qu'on veut faire d'eux. Non, et en plus, ils nous montrent, bon, c'est un reportage qui dure très longtemps, donc c'est intéressant de voir, par exemple, en Amérique latine, et qui sont des pays, on va dire d'une certaine façon, un peu moins contrôlés que chez les Européens. Et donc, il y a de nombreuses initiatives de manière d'éduquer, de former nos enfants
d'une façon un peu différente. Non, ici en Europe, on est tous formés pratiquement de la même manière. Il n'y a, y a pas beaucoup d'alternatives à notre formation. Par contre, il y a d'autres endroits où on essaye de penser les enfants un petit peu de façon différente et pas autant de vouloir les contrôler. Non, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est quand on veut les contrôler, on veut qu'ils soient comme on veut qu'ils soient. Et alors ça, c'est le plus terrible. Comment on va... Hein. Donc, donc, bah, l'importance de l'enfance, moi je pense avant tout, c'est de se rendre compte que c'est le futur. Non, on veut protéger la planète, mais on ne protège pas nos enfants. La quantité d'abus et de violence sur les enfants qui existent en Europe, j'ai préféré ne pas aller regarder le chiffre. Mais c'est une chose énorme. Il y a des abus, la violence envers nos enfants qui existent dans les familles, qui existent à l'école, qui existent ensuite dans certaines communautés, qui existent sur Internet, c'est quelque chose d'énorme. Mais on veut s'occuper de la planète. Alors comment on veut que ces enfants qu'on n'a pas respectés, ils vont après eux s'occuper de la planète? Non. Hein, il faut commencer par nous, que nous avons besoin, et nous voyons qu'en plus, toutes ces personnes qui abusent de ces enfants, c'est-à-dire des personnes qui ont de graves problèmes de relation avec les adultes, et donc ils en arrivent à ne pouvoir qu'avec des enfants, hein, n'avoir de relations qu'avec des enfants, et en plus des relations de maltraitance. Donc ce sont des gens qui ont de graves problèmes, qui ne respectent pas les enfants, et que tous ces gens-là, ce sont des gens qui sont abandonnés. C'est des adultes aussi qui sont... Enfin bref, nous vivons dans une société où si chacun ne prend pas soin de soi-même, il n'y a personne qui va s'occuper de nous. Et si nous ne prenons pas soin nous-mêmes de nos enfants, eh ben, il n'y a personne qui va nous aider. En tout cas, ce ne sont pas tout est lié, dit, oui. Donc, ce n'est pas les institutions qui vont s'en occuper. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'important, non? Parce que attaquer l'enfance, l'agresser, abuser de l'enfance, vouloir la contrôler comme on veut la contrôler, c'est aussi une agression, c'est un obstacle à son développement. Non, c'est vouloir les soumettre à nos propres perversions. Parce que quand on veut que notre enfant soit comme on veut qu'il soit, on veut lui imposer nos propres perversions. Alors que la propre perversion, bon ça va, on doit s'en occuper soi-même. Mais vouloir les transmettre, hein, non, c'est un attentat non seulement contre les enfants, mais c'est un attentat contre le futur. Et vous voyez, on ne veut pas que les enfants, en fait, se développent correctement. Dans certaines sociétés, les enfants sont très maltraités. Bon, comme vous voyez par exemple ce qui se passe en Palestine, où ils s'intéressent principalement à annihiler l'enfance pour éviter que le peuple palestinien puisse continuer à vivre et à se développer. Par exemple, ça veut dire, il y a beaucoup d'autres lieux de guerre dans le monde où la situation doit être aussi dramatique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec nos enfants. Il y a des choses à faire et que même si on n'a pas envie, il convient de respecter certaines limites. Non, tous ces parents qui dorment avec les enfants, parce qu'ils pour ne pas dormir seuls. Alors comme l'enfant il adore, c'est la bonne excuse. C'est la bonne excuse. L'enfant il aime bien venir dormir avec maman, donc comme maman elle dort toute seule normalement, du coup elle accepte son enfant dans son lit. Ça ne convient pas, non, ce ne sont pas des choses qui respectent la sexualité de l'enfant, qui n'a rien à voir avec la sexualité de l'adulte. L'adulte est rempli de désirs, tout son corps est plein de désirs qu'il va transmettre à cet enfant. Enfin, hein, que ce sont des choses qui ne conviennent pas de faire, c'est-à-dire que ce sont deux mondes différents. Le monde des adultes et des enfants, ce sont deux mondes différents. On ne peut pas faire n'importe quoi avec ses enfants et qu'il convient de les laisser grandir tranquilles. Les laisser grandir tranquilles et d'être là quand ils nous réclament, quand ils ont besoin de nous, et les surveiller de loin, on va dire, surveiller de loin
pour éviter qu'ils fassent des catastrophes. Mais sinon, on n'a pas à intervenir autant chez nos enfants. Et quand je dis nos enfants, c'est-à-dire que tous les adultes, nous sommes responsables. Et c'est comme ça que nous pourrions mieux éduquer les enfants en considérant que, en fait, tous les contacts que nous avons avec les enfants, même s'ils ne portent pas notre nom, même si nous n'en sommes pas directement responsables, nous en sommes responsables. Vous voyez, les parents, parfois, sont très possessifs et ils ne veulent que personne d'autre s'en occupe. Hein? Que les enfants apprennent principalement par ce qu'ils voient, par ce qu'ils entendent, par ce qu'ils écoutent, mais pas par les explications qu'on leur donne. Alors là, c'est pas ça, c'est pas de là qu'ils apprennent. C'est pour ça que il faut prendre soin de nous, qu'on a beau leur faire un beau texte pour leur expliquer comment doivent fonctionner les choses. Sinon, on leur montre pas l'exemple. Il y a une incohérence qui ne fonctionne pas. Bon. Parler de l'enfance, vous voyez, c'est un petit peu dérivé aussi sur l'éducation. Hein. C'est une petite dérive de ma part. En tout cas, chacun fait ce qu'il peut, avec les moyens du bord. Mais dans tous les cas, moi, je recommande la psychanalyse, principalement pour les parents et pour les adolescents. C'est aussi quelque chose qui est très intéressant pour les adolescents qui sont en plein processus de transformation. C'est quelque chose qui est très positif pour les adolescents d'avoir quelqu'un pour pouvoir parler et raconter tout ce qui leur arrive. Donc, je vous rappelle que vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux et qu'il y a le cours qui commence dimanche. Donc, il y a déjà pas mal d'inscrits, mais que vous pouvez continuer à vous inscrire. Les places ne sont pas limitées. Donc, vous pouvez vous inscrire sur le cours de dimanche que vous pouvez voir en direct à 17 h ou en différé quand vous le souhaitez. Je vous enverrai le lien. Donc, c'est un cours très intéressant pour continuer à apprendre ces informations que nous montre la psychanalyse, qu'elle continue à nous expliquer qui nous sommes et comment nous fonctionnons. Donc, c'est des choses qui sont, je dirais, pour certains, indispensables. Je veux dire, pour moi, c'est indispensable de continuer à étudier. Bon, alors, je suis désolée, j'ai pas reçu les messages ici. Normalement, j'ouvre la page et là, il n'y a pas un seul message qui est passé ici non plus. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc ici, Carlos, bonsoir. Guy dit merci. Maintenant, ils sont souvent sur les écrans et nous avons moins d'échanges avec eux, malheureusement. Les contrôler pour les protéger. Ça, c'est la bonne excuse. Les protéger de quoi? Les protéger de quoi? Bon. Et les écrans, les enfants, oui, ils vont dans les écrans parce que c'est une bonne chose aussi pour les parents, non? Comme ça, ils sont occupés et ils nous embêtent pas. Et comme ça, on n'a pas à parler avec eux parce qu'on ne sait pas quoi leur dire. Non? Que nous aussi, nous avons notre part de responsabilité dans l'utilisation que les enfants font des écrans. Sinon, si on avait un meilleur contact avec eux, on n'aurait pas autant besoin d'aller se réfugier dans les écrans. Bonne continuation, bonne soirée et on continue donc mardi prochain à la même heure que nous ne sommes pas encore en vacances. Allez, bonne continuation et merci de votre participation. Au revoir. Ciao, ciao.